Bonjour à tous et à toutes, c'est Coralie de Dion Joue. J'ai le plaisir de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler des jeux auxquels j'ai préféré jouer pendant cette première partie de l'année 2022. Alors j'avais pas eu l'occasion de tourner mes vidéos top 3 mensuelles comme je le fais habituellement pour diverses raisons, et donc je trouvais que ce format de vidéo aussi où je vous fais un petit top des jeux qui m'ont marqué pendant cette première partie de l'année, c'était le format idéal parce que effectivement il y avait vraiment des jeux dont j'avais envie de vous parler, et il y en aura 12 d'ailleurs, des jeux nouveaux et aussi des jeux plus anciens, donc il va vraiment s'agir du top parmi tous les jeux auxquels j'ai pu jouer pendant cette première partie de l'année. C'est parti! Le premier jeu dont je vais vous parler, donc le numéro 12, c'est un jeu d'ambiance et il est dans cette sélection pour en fait tout l'aspect créativité qu'il nous pousse à avoir. Ce jeu, c'est Archimboldo. Archimboldo et ses élèves devront s'aider de fruits, légumes, fleurs et céréales pour réaliser la meilleure interprétation d'un titre. En début de tour, le joueur désigné en tant que maître Archimboldo va créer une combinaison de mots que tous les joueurs, lui y compris, devront tenter de recréer. Lorsque tous les joueurs ont terminé, ils procèdent chacun à l'explication de leur œuvre. Ensuite, le maître lance un décompte et chacun devra désigner du doigt l'œuvre la mieux réalisée. À la manière d'Archimboldo, pourquoi est-ce que le jeu s'appelle comme ça? Je ne sais pas si vous connaissez ce peintre Archimboldo qui peignait des visages constitués de fruits, de légumes, etc. Et donc ça, c'est vraiment ça l'idée du jeu, c'est à partir d'une combinaison de mots de créer en fait un tableau avec tous les fruits, légumes, fleurs, céréales qui sont disponibles au centre de la table, jusque 6 joueurs. Donc clairement, c'est le jeu d'ambiance auquel tout le monde va pouvoir participer très facilement. Ce qui va être très intéressant, c'est de voir en fait l'aspect, la créativité que ça va développer chez les uns et les autres. On va pas avoir les mêmes sensibilités, on va le traduire différemment, on va dire, sur nos œuvres, et c'est ça vraiment le côté que j'aime bien, qui est intéressant. Bon, j'ai un petit peu aménager les règles, c'est-à-dire que la personne qui choisit la combinaison de mots ne participe pas, ne crée pas d'œuvre. Elle va devoir se bander les yeux et à la fin elle regarde les tableaux de tout le monde et elle choisit son préféré. C'est à ce moment-là que les gens peuvent expliquer leur œuvre, alors que normalement dans les règles chacun montre son œuvre, l'explique, et c'est la personne qui a choisi la combinaison de mots qui à ce moment-là attribue le point. Et pour éviter que des personnes se sentent mises de côté, en faisant de cette façon-là, c'est fait de façon anonyme, donc ça évite que ça dégénère un moment donné au cours de la soirée. Vous savez comment ça peut aller vite. J'aime pas trop aménager les règles habituellement, mais bon, pour un jeu d'ambiance comme ça, bon, franchement ça passe. Donc voilà, donc c'est un jeu auquel j'ai déjà beaucoup joué, que j'adore pour l'aspect créatif et pour la qualité du matériel. Tous les petits éléments aimantés qui collent au tableau, qui sont aimantés du coup au tableau, sont de super qualité. C'est une très bonne idée. C'est un jeu auquel on joue facilement. Voilà, donc pour toutes ces raisons, il fait partie des jeux auxquels j'ai préféré jouer cette première partie d'année. Le prochain jeu, c'est pas un jeu qui est sorti cette année, mais c'est bien un jeu auquel j'ai joué cette année. C'est un jeu de deck building original dont vous avez peut-être, très certainement entendu parler. Ce jeu, c'est Mystic Vale. Mystic Vale est un jeu de deck building tout à fait original. À chaque tour, on révèle des cartes de notre deck pour accumuler des symboles nous permettant d'acheter des évolutions de cartes, des cartes Val, déclencher des pouvoirs ou encore gagner des points de victoire. Les cartes achetées ne sont pas ajoutées à notre deck, mais glissées dans la pochette transparente d'une de nos cartes en jeu. Cette mécanique originale a pour conséquence que l'on aura toujours 20 cartes au total dans notre jeu pendant toute la partie. Mais attention, en révélant nos cartes, on devra bien faire attention à ne pas accumuler trop de symboles rouges, sinon c'est le déclin, ce qui signifie qu'on ne pourra rien faire du tout pendant notre tour. Mystic Vale, c'est donc un deck building qui est hyper original. À sa sortie, il a fait beaucoup parler de lui. Moi, j'ai eu l'occasion que d'y jouer cette année. Plutôt que d'avoir un deck qui va grossir au fur et à mesure de la partie, on va toujours avoir le même nombre de cartes. Ce qui va vraiment changer, c'est que nos cartes, on va les améliorer en venant glisser des fiches transparentes qui vont ajouter des éléments qui vont faire que nos cartes vont être de plus en plus fortes. À cela, on combine le stop ou encore, puisque à partir du moment où on a trop de petits symboles arbres rouges, on décline, et donc on ne pourra
rien faire avec les cartes qu'on a dévoilées jusqu'à présent sur la table, et c'est au tour du joueur suivant. J'avais lu des critiques comme quoi la rejouabilité n'était pas top. Bon, nous, franchement, ça ne nous dérange pas, on y joue toujours aussi bien, même passé, on va dire, l'aspect nouveauté. C'est un jeu vers lequel on retourne toujours avec beaucoup de plaisir, donc je suis pas trop, personnellement, je ressens pas ce problème au niveau de la rejouabilité. D'ailleurs, à ce propos, je voulais vous parler aussi de l'extension, donc c'est l'extension Bal Sauvage. Il y a plusieurs extensions qui existent, je ne sais pas si il y en a déjà d'autres qui ont été traduites en français, je sais qu'en anglais il y a déjà d'autres extensions qui sont sorties. Alors cette extension-ci, qu'est-ce qu'elle apporte? Elle apporte des nouvelles cartes, c'est les fameuses cartes transparentes, mais aussi les cartes Val qui elles vont être placées sur le côté, elles ne font pas partie du deck, et elles ajoutent aussi un héros avec des pouvoirs spécifiques qui seront distribués au hasard en début de partie. Mais bon voilà, à part ça, c'est pas l'extension qui va renouveler le jeu, hein, pas du tout. Mais bon voilà, c'est toujours sympa d'avoir de nouvelles cartes, d'avoir des nouveaux pouvoirs. Ça rajoute un peu de diversité dans le jeu. On passe maintenant au numéro 10. Oui, vous remarquerez que c'est un top 12 parce que j'étais incapable de choisir 10 jeux. Bon, je vous le dis, en fin d'année, pour la vidéo qui fera le récapitulatif de tous les jeux sortis cette année, là je serai intransigeante. Ici, comme j'ai loupé quelques vidéos top, il y a des jeux dont j'avais vraiment envie de parler, donc je me suis dit allez, on va faire un petit top 12. Et j'ai pas pu faire autrement. Et donc, le numéro 10, c'est un jeu d'enquête. Alors il n'y a pas... Est-ce qu'il y a... Oui. Alors il n'y a pas des masses de jeux d'enquête qui sont sortis à ma connaissance cette année. Et j'ai pas pu tester non plus tous ceux qui sont sortis, mais un dont j'attendais vraiment la sortie avec impatience, eh bien c'est Suspect, le numéro 2. Chacune des 3 enquêtes de Suspect est constituée d'un paquet de cartes numérotées auxquelles on aura accès au cours de l'enquête, ainsi que du matériel supplémentaire. On commence toujours avec une carte de départ qui nous mènera sur plusieurs pistes. À nous de choisir laquelle on veut suivre et de piocher la carte correspondante. À tout moment, on pourra revenir en arrière et explorer les autres pistes de la carte. Des liens vont s'établir entre certaines cartes et vont nous permettre d'ouvrir des portes avec la bonne clé ou encore d'innocenter certains suspects. En tout début de partie, les joueurs auront accès aux questions auxquelles il faudra répondre pour réussir l'enquête. Plus les réponses seront données tôt, plus le score final sera élevé. C'est donc la deuxième boîte de ce jeu d'enquête. Je vous avais déjà parlé de la boîte 1 parce que je l'avais beaucoup aimée. Elle s'était retrouvée dans un de mes tops de l'année dernière. J'attendais avec énormément d'impatience la sortie de la deuxième boîte. Je n'ai pas du tout été déçue. Alors, il n'y a rien de nouveau. On est sur les mêmes mécaniques que dans la première boîte. C'est toujours aussi bien. C'est toujours aussi chouette à résoudre. Et là, on retrouve Claire Harper à différents stades de sa vie. Enfant, adulte et en fin de carrière. Alors, ma préférée dans cette boîte-ci, je dirais que c'est... J'ai bien aimé Les larmes de Shakespeare. En fait, j'ai bien aimé la première enquête, Les larmes de Shakespeare, parce que dès le départ, mon copain avait trouvé, mais tout de suite, la solution de l'enquête. C'était un truc assez farfelu, et en fait c'était ça, donc ça nous a fait mourir de rire. Pour le moment, c'est vraiment ces enquêtes-ci qui m'ont le plus marqué, je vais dire, en ce début d'année 2022. Ensuite, j'aimerais vous parler d'un jeu qui est plus un jeu d'ambiance, on dira. Ce sont les deux seuls de la sélection avec Archimboldo dont je vous ai déjà parlé. Ce jeu, eh bien c'est 10. 10 mêle habilement du stop ou encore, de la collection de cartes et de l'enchère. Le but du jeu est de former la plus grande suite de chiffres dans chaque couleur. A son tour, on révèle autant de cartes que l'on souhaite, une à une, en prenant garde à ne pas dépasser un total de 10. Quand des cartes monnaie sont piochées, elles ne sont pas ajoutées au total mais déduites. Mais attention, là encore, il faudra prendre garde à ne pas dépasser un total de 10 en monnaie. Les cartes enchères stoppent momentanément la partie quand elles sont révélées. Les joueurs vont chacun miser une fois et celui qui aura misé le plus remportera la carte. À tout moment, le joueur peut arrêter de piocher des cartes et choisir soit l'ensemble des cartes monnaie pour récupérer de l'argent, soit l'ensemble des cartes avec des valeurs et d'en acheter d'autres au marché s'il le souhaite. Il faut s'arrêter au bon moment car quand le total de 10 est dépassé, le tour du joueur s'arrête instantanément et il ne pourra récupérer aucune carte. Le principe est super simple. Alors bizarrement, quand on l'explique, ça a l'air toujours très compliqué à expliquer, il faut toujours montrer pour le comprendre. C'est un peu la même gamme de jeux que Skijo,
par exemple. Moi c'est un jeu que j'aime beaucoup, mais j'ai été surprise à quel point ça marchait pas avec tout le monde. Bizarrement, je sais pas pourquoi, ça ne marche pas avec tout le monde. Alors que Skijo, j'ai l'impression que j'ai plus réussi à le faire aimer par d'autres personnes, d'autres types de joueurs, que ici l'expérience de jeu va vraiment dépendre des gens autour de la table. Je me l'explique pas, voilà, c'est juste un phénomène que j'ai constaté. Par contre ça va quand même un peu plus vite que Skijo, surtout à beaucoup de joueurs. Ça c'était un peu la problématique de Skijo, c'est que à passer 3 joueurs c'est trop long, que ici pour un groupe de 4 à 5 joueurs, bien là clairement c'est beaucoup plus approprié et ça tire beaucoup moins en longueur qu'un Skijo par exemple. Et graphiquement il y a vraiment eu un bel effort, donc c'est encore des cartes de toutes les couleurs, mais il y a des petits détails qui sont en surbrillance on dira sur les cartes, donc voilà, donc visuellement c'est quand même vachement mieux que Skijo. Je fais toujours la comparaison avec Skijo, mais c'est la comparaison qui marche le mieux, donc voilà, du coup j'arrive pas à m'empêcher de la faire. Donc un jeu qui est ressorti assez souvent, qu'on a fait tester à beaucoup de monde, qui est voilà, universel, fédérateur, vous pouvez faire jouer tout le monde, même si comme j'ai dit bizarrement il y a moins de gens que ce que je pensais qui ont accroché au jeu. Pourquoi, comment, j'ai pas encore trouvé. Et alors que j'ai ouvert la boîte, c'est un détail, mais je trouvais l'odeur vraiment infâme. Les petits je crois que c'est les petits jetons noirs et blancs qui puent. Vous me direz si vous avez eu le même ressenti quand vous avez ouvert votre exemplaire. Le 7e jeu de ce top, c'est un jeu qui se joue à 2. C'est un jeu d'affrontement. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore les jeux d'affrontement. Ce jeu c'est Rift Force. Votre but dans Rift Force sera de détruire les élémentaires de votre adversaire et de contrôler les sites le long de la feuille pour gagner de la Rift Force. En début de partie, chaque joueur reçoit un invocateur au hasard et pourra en choisir 3 autres afin d'en réunir 4. Pendant la partie, les joueurs vont jouer les élémentaires liés à ces invocateurs le long de la faille. A votre tour, vous pouvez effectuer une action parmi les 3 suivantes. Vous pouvez jouer jusqu'à 3 élémentaires de votre main sur un même site ou des sites adjacents. La deuxième action à votre disposition est d'activer le pouvoir des élémentaires préalablement posés le long de la faille et qui ont tous des pouvoirs différents d'une guilde à l'autre. Et enfin, vous pouvez également faire une action de contrôle qui vous fera gagner des points de Rift Force sur les sites que vous seul occupez et qui vous permettra également de piocher des cartes. Si vous avez Shoten Toten, c'est quand même un jeu qui est beaucoup plus stratégique. Il y a vraiment tout cet aspect pouvoir à déclencher qui donne quand même des sensations un peu plus expert. Je dis expert entre guillemets, ce n'est pas un jeu expert du tout, il se joue à partir de 10 ans d'ailleurs, mais c'est juste que voilà, il y a plus de choses à prendre en compte quand on joue. C'est aussi un jeu où au moment où on va devoir choisir ses guildes au début de la partie, c'est vraiment en y jouant après plusieurs parties qu'on va un peu sentir quelle guilde on va prendre, lesquelles se combinent bien entre elles, et je dirais que du coup il y a quand même une bonne courbe d'apprentissage pour maîtriser le jeu, pour maîtriser aussi, donc voilà, comme je disais, les combinaisons de guildes, mais aussi de bien utiliser les pouvoirs. Donc c'est un jeu qui n'est pas compliqué, mais qui va demander quelques parties pour être bien pris en main. Clairement c'est un jeu qui pourrait facilement faire l'objet de tournois. Je pense que c'est déjà le cas, je pense qu'il y a déjà eu des tournois de Rift Force. Je vais dire un mot sur l'extension du jeu qui est sortie elle cette année. Rift Force, ce n'est pas un jeu de cette année, l'extension par contre elle est sortie cette année. L'extension elle permet de jouer, donc là c'est un jeu uniquement à 2, l'extension par contre elle va vous permettre d'y jouer à 3 et à 4. Donc ça c'est une vraie bonne idée parce que les gens en équipe comme ça, c'est toujours très cool. J'ai joué dans la configuration 2 versus 1, alors je sais pas, j'ai eu l'impression d'appliquer les bonnes règles et pourtant j'ai quand même eu l'impression qu'il y avait un gros déséquilibre et que la personne qui était toute seule avait beaucoup trop d'avantages. À retester, là j'ai fait qu'une partie dans cette configuration, mais a priori elle m'a semblé assez déséquilibrée. Ça ajoute bien sûr des nouvelles guildes, des nouveaux pouvoirs à déclencher, donc si vous avez déjà bien pensé votre Rift Force ici, n'hésitez pas à prendre l'extension parce que je trouve qu'elle en vaut vraiment la peine. Et si vous n'avez pas Rift Force mais que vous aimez bien jouer en équipe,
prenez-le directement avec l'extension si jamais il vous intéresse. On passe maintenant à un jeu qui a fait beaucoup parler de lui pendant le festival de Cannes. Rien qu'avec ça, normalement vous devez avoir la puce à l'oreille. Ce jeu, c'est Mille Fiori. En tant que fabricant et marchand de verre, vous fabriquez de la verrerie, faites du commerce et vous assurez du soutien des habitants de la lagune. Mille Fiori est un jeu de draft et de pose de tuiles. À chaque tour, chacun choisit une carte et passe le restant du paquet à son voisin de gauche. On révèle simultanément notre carte et en partant du premier joueur, cette carte est jouée pour placer une tuile sur le plateau sur une zone précise. On est là donc sur un jeu de Rainer Knizia, qui est un auteur de jeux que j'aime particulièrement. C'est l'auteur de My City et Witchstone, pour ne citer que, il y en a plein d'autres, c'est un auteur hyper prolifique. Donc voilà, ce sont 2 titres parmi des tas et des tas de jeux. Pour comprendre un petit peu les sensations de jeu, je vais citer Sajou, qui est une boutique bruxelloise, qui disait qu'on a les sensations d'un très futé, donc le roll and write, mais en version jeu de plateau, et c'est vraiment les sensations qu'on a quand on y joue. Donc on va il y a d'abord cette phase de draft où on va dévoiler tous notre carte au même moment, ce qui va nous permettre de poser une tuile sur le plateau central. Cette tuile, vous allez la poser à un endroit qui va vous permettre de débloquer un bonus, qui va vous permettre de mettre une tuile ailleurs, qui va peut-être vous permettre de débloquer un autre bonus en prenant une nouvelle carte. Voilà, c'est un peu l'idée du jeu, c'est comme ça que ça se joue. Donc c'est hyper satisfaisant quand on arrive à enchaîner les combos. L'interaction fait partie intégrante du jeu, dans le sens où on doit faire très attention à ce que font les autres joueurs, parce que si on fait pas gaffe, c'est bien possible qu'un joueur prenne la tête et commence à faire des combos de malade et à s'étendre sur une zone où on n'aurait pas dû le laisser trop s'étendre. Donc il y a une interaction dans ce sens-là, donc c'est une interaction qui est quand même très chouette. Aussi, du coup, pendant la phase de draft, on fera attention à ce qu'on va laisser aux autres. C'est un jeu qui me plaît beaucoup. Le seul défaut qu'il a, c'est que à 2 joueurs, ça aurait été tellement simple de faire un plateau, une phase 2 joueurs avec des zones réduites, ou de proposer un mode qui nous permette déjà de mettre des tuiles sur le plateau pendant la mise en place avant de commencer. Là, à 2 joueurs, on a tendance à se perdre. Si on veut de l'interaction, il faut vraiment aller presque la provoquer, parce que sinon on peut très bien jouer chacun dans son coin. Donc à 2 joueurs, je le déconseille. On n'a pas toutes les bonnes sensations que procure le jeu dans sa version 2 joueurs. Vraiment, moi je vous conseillerais plutôt d'y jouer à 3 ou à 4. Si vous êtes le type de personne qui joue seulement à 2, c'est pas trop fait pour vous. Donc là, je viens de vous parler de Mille Fiori, qui est un jeu qui a fait le plus parler de lui pendant le festival des jeux de Cannes. Il y a un autre jeu qui était déjà présent au festival de Cannes, mais qui paradoxalement est passé sous les radars. Et ce jeu, il n'est pas encore sorti. C'est Clockworker. Alors que l'humanité a fui la planète Terre, les robots, laissés derrière, ont trouvé un moyen de survivre dans ce monde en ruine. Dans ce jeu de cartes de construction de tableaux, vous allez utiliser vos robots pour gagner des ressources qui vous permettront à leur tour d'acquérir des cartes pour construire votre espace de jeu. Chaque tour est constitué de 2 phases. Tout d'abord, une phase au cours de laquelle on va enlever le premier robot de chaque carte en face de soi et gagner la ressource indiquée à côté de ce robot. Cette phase de collecte est suivie d'une phase d'action au cours de laquelle on devra choisir une action parmi les 6 disponibles. C'est au cours de cette phase que l'on dépensera nos ressources pour acheter des cartes artefacts qui nous donneront des capacités supplémentaires, que l'on acquérira des tuiles disques, de nouvelles cartes lieux ou des objectifs de fin de partie, ou bien encore que l'on remplira une carte au choix de robot. Dès qu'un joueur a 12 cartes lieux devant lui ou que la tuile disque fin de partie est révélée, la partie prend fin et l'on procède au décompte des points. C'est un jeu qui m'a fait penser à Century Golem et à It's a Wonderful World, dans le sens où on va venir vraiment ajouter des cartes à notre espace de jeu qui vont nous permettre d'avoir de plus en plus de ressources au fur et à mesure de la partie. C'est un jeu qui est très agréable à jouer, c'est le genre de jeu qu'on va ressortir hyper facilement. Alors ne vous attendez pas
à de la nouveauté. Moi, comme je vous l'ai dit, ça m'a très fortement fait penser à Century Golem. On est dans ce style de jeu avec, je dirais, un aspect course à aller chercher les cartes qui sont placées au centre de la table parce que surtout quand on est nombreux, vous aurez très peu de cartes dans tous les paquets qu'il y aura. Et donc s'il y a un objectif qui vous intéresse ou une carte qui vous permet d'améliorer, on va dire, votre espace de jeu, eh bien il faudra pas trop traîner pour aller la chercher, parce que s'il n'y a que 2 cartes dans ce paquet et que vous êtes 4 autour de la table, vous sentez que voilà, la carte peut très facilement vous passer sous le nez. Je ne vais pas vous le survendre comme le meilleur jeu du monde, hein, comme un jeu à la mécanique révolutionnaire, c'est pas du tout ça. Moi ce que j'aime, c'est d'une part les illustrations, le matériel qui est vraiment très sympa, et puis surtout le fait que ce soit un jeu familial qui est très agréable à jouer et auquel je vais pouvoir jouer avec un très grand nombre de personnes, que ce soit des gens qui soient experts en jeux de société ou des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer et qui veulent un jeu avec un petit peu de stratégie. Voilà, je vais pouvoir leur proposer ça et moi je vais prendre aussi beaucoup de plaisir à y jouer. Je pense qu'il va sortir courant de l'automne chez Silex en français, donc gardez cette sortie à l'œil. Là on rentre dans le top 5 des jeux auxquels j'ai joué pendant cette première partie de 2022. Alors le 5e, c'est un jeu qui a beaucoup été comparé à Everdell, surtout pour son visuel, je dirais. Ce jeu-ci, peut-être que vous l'avez, c'est Creature Comforts. Aménagez la chaumière la plus confortable pour les longues soirées d'hiver de votre famille d'animaux de la forêt. Creature Comfort est un jeu de placement d'ouvriers dans lequel vous allez envoyer vos ouvriers sur des emplacements pour gagner des ressources, des cartes confort ou des cartes amélioration. Mais envoyer un ouvrier n'est pas suffisant pour obtenir la récompense du lieu. Il faudra également leur allouer les dés requis. Un tour de jeu se déroule de la façon suivante. Chaque joueur va d'abord lancer ses 2 dés personnels. Ensuite, chacun va placer ses ouvriers simultanément. Et c'est seulement après ces étapes que les 4 dés villages communs à tous les joueurs vont être lancés et que le premier joueur va allouer les 6 dés à ses ouvriers. Cela signifie aussi que certains ouvriers ne pourront pas être activés si les valeurs des dés requises ne sont pas obtenues. À la fin de la partie, la demeure avec le plus de points sera élue la plus confortable. La comparaison avec Everdell, je trouve qu'elle se situe beaucoup sur l'aspect très mignon du jeu. Au-delà de ça, dans la mécanique de jeu, on est quand même sur des jeux qui sont assez différents. Dans les deux, c'est vrai, il y a du placement d'ouvriers et de la collection de cartes. Mais à côté de ça, dans Everdell, vous avez cet aspect construction de tableau. Vous allez poser des cartes dans votre ville qui vont vous permettre de déclencher de plus en plus d'effets au fur et à mesure du jeu. Et surtout, ce que vous avez dans Creature Comfort, que vous n'avez pas dans Everdell, c'est tout cet aspect chance qui est donné par les dés. Vous allez devoir deviner la probabilité de valeur que vous allez avoir au dé. Donc je m'explique. On va lancer les dés communs. On va voir du coup une partie des résultats de dés, puisque on a encore nos dés propres qu'on n'a pas lancés. Et sur base des dés communs, on va se dire ok, je vais envoyer mon ouvrier là, mais il faut que le total de mes dés soit inférieur à 5. Donc déjà il faut regarder ce qui a déjà été lancé et il faut se dire bon, quelle est la probabilité que, avec moi les dés que je vais lancer, que je puisse faire moins de 5. Vous avez des endroits où il faudra des paires de dés, vous avez des endroits où il faudra une valeur en particulier. Donc on va lancer les dés communs, on va placer ses ouvriers et puis seulement on va lancer ses dés. Et à partir du moment où on aura lancé nos dés, on va pouvoir attribuer l'ensemble des dés aux ouvriers qu'on aura déployés. Et bien sûr, il y aura des ouvriers où on aura mal calculé et qu'on ne pourra pas activer parce qu'on n'aura pas les bons dés. Donc voilà, c'est tout cet aspect-là qui est intéressant et qui rend le jeu très chouette et différent d'Everdell. C'est un jeu auquel j'ai adoré jouer. Si vous êtes un peu allergique aux dés, allez, peut-être choisissez plutôt Everdell. Si vous avez Everdell, franchement testez-le quand même. Il est vraiment cool et comme je le disais, les sensations sont quand même assez différentes. Le jeu qui est en 4e position dans ce top, c'est un jeu de la gamme Yellow Expert, qui est une gamme que j'aime beaucoup
Et donc j'aime beaucoup le jeu dont je vais vous présenter puisqu'il est en position 4. Ce jeu, c'est la Cathédrale Rouge. Dans la Cathédrale Rouge, nous endossons le rôle d'architecte en compétition pour obtenir les faveurs du tsar lors de la construction de la Cathédrale Rouge. Le plan de construction de la cathédrale est tiré aléatoirement et dépend du nombre de joueurs. Vous n'aurez donc pas nécessairement la même configuration d'une partie à l'autre. À son tour, un joueur va pouvoir soit revendiquer une section de la cathédrale inoccupée, il peut aussi construire une section de la cathédrale en envoyant les ressources requises ou encore acquérir des ressources du marché. La façon dont les ressources vont être collectées est particulièrement intéressante et se situe au cœur du jeu. En effet, la collecte des ressources se fait en choisissant un dé et en le déplaçant d'autant de cases que sa valeur. Vous pouvez alors prendre les ressources du lieu où le dé termine son déplacement, multiplié par le nombre de dés présents. Dans l'exemple, le joueur pourra collecter 4 bois. Collecter des ressources signifie aussi activer la carte placée à côté de la ressource, ainsi que collecter le bonus correspondant de notre plateau personnel si nous en avons un. La mécanique, elle est très minimaliste, donc c'est-à-dire qu'on a droit qu'à 3 actions pendant le jeu. On va pouvoir collecter des ressources et ça c'est un élément qui est très intéressant, c'est-à-dire que les ressources, en fait il y a cette piste qui est circulaire et quand on va vouloir collecter une ressource, on va devoir prendre un dé, le déplacer du nombre de cases égal à la valeur qui est indiquée sur le dé, et là où le dé va arriver, c'est là qu'on va pouvoir collecter la ressource. Bien sûr, après une fois que le dé est arrivé sur cette case là, on va le relancer pour qu'il y ait une nouvelle valeur et que ce soit pas toujours la même valeur qui soit inscrite sur le dé. Donc déjà ça, c'est très original, ça va vous prendre la tête, clairement, parce que quand vous allez vouloir une ressource parfois en particulier, vous n'allez pas avoir le dé qui va vous mener sur cette case, donc il va falloir rebondir par rapport à ça. D'ailleurs, en parlant de ça, eh bien c'est un jeu où l'aspect calculatoire sur plusieurs tours est très important, on va devoir planifier. Donc comme je vous disais, 3 actions, il y a ce mécanisme très intéressant de collecte des ressources. Ensuite, on va pouvoir revendiquer des parties de la cathédrale, donc c'est-à-dire aller poser son pion dessus, pour après, et ça c'est la 3e action, envoyer des matériaux. Alors, cet aspect-là est très important puisque bien sûr le but du jeu c'est la construction de la cathédrale et d'être le bâtisseur qui sera l'équipe en fait de bâtisseurs qui sera la mieux vue par le tsar. Donc si on revendique, on va dire un emplacement sur la cathédrale, qu'après on va envoyer des ressources pour terminer les travaux de cette carte là en particulier, et bien les autres vont pouvoir venir mettre des décorations dessus. Et vous vous doutez bien que s'ils mettent les décorations de leur couleur, ça va leur apporter des points, ça va peser dans le système de majorité à la fin. Donc il faudra être très attentif et calculer là aussi en fonction de là où on peut aller pour aller embêter ses adversaires, pour être sûr de ne pas être lésé dans le système de majorité. Donc vous avez un jeu expert aux règles qui restent assez minimalistes, mais qui ne manquent pour autant pas de stratégie, de planification et surtout bien d'intérêt. Là on arrive sur les 3 derniers du top. Le jeu dont je vais parler, c'est, je sais pas, j'ai une histoire d'amour-haine avec ce jeu qui pourtant a été acclamé par le public et qui moi au départ ne m'a fait ni chaud ni froid. Quand vous allez voir le jeu, vous allez vous désabonner de la chaîne. C'est Dune Imperium. En tant que dirigeant de l'une des grandes maisons de Landsraad, érigez votre bannière et rassemblez vos forces et vos espions. La guerre est proche et au centre du conflit se tient Arrakis, Dune, la planète de sable. Dune Imperium associe habilement le deck building au placement d'ouvriers. Pour envoyer un de vos ouvriers sur le plateau central et bénéficier de ressources et actions, il vous faudra jouer la carte correspondante à la zone convoitée. En début de partie, chaque joueur choisit un dirigeant dont les capacités sont asymétriques et commence avec un deck de 10 cartes identiques et 2 agents. En cours de partie, les joueurs vont pouvoir améliorer leur deck et gagner un agent supplémentaire pour s'offrir de plus en plus d'actions et d'opportunités dans le but de gagner cette course aux 10 points de victoire. Il n'était pas dans ma vidéo des meilleurs jeux de l'année dernière. Et là vous voyez qu'il se retrouve dans le top de cette première partie de 2022. Je sais, j'ai changé d'avis. Voilà, c'est tout. J'ai fini par être convaincue. C'est un jeu qui moi au départ ne m'a pas plu plus que ça. Il faut savoir que la mécanique de placement d'ouvriers n'est pas une de mes mécaniques préférées.
Et j'y avais joué dans une configuration 2 joueurs qui m'a pas transcendé. C'est le mot, ça m'a pas... Je vais tout de suite... Voilà, j'ai jamais dit que c'était un mauvais jeu. Ça m'a juste... Bah voilà, je comprenais pas trop ce que les gens lui trouvaient. Et ça, c'était jusqu'à cette partie où on y a joué à 3 joueurs et où il y a eu cette compétition sur la fin, cette tension où on ne savait pas qui allait gagner, où tout pouvait basculer à tout moment. Et en fait, je pense que vraiment, pour moi, c'est l'intérêt du jeu, il réside là-dedans. Et il faut savoir qu'il n'y a pas de hasard. Oui, c'est vrai, il y a un peu de... Il y a le deck building, il peut y avoir du hasard là-dedans. Sur les cartes qu'on va pouvoir piocher, bien sûr, la rivière de cartes, d'un jeu à l'autre ne va pas être la même. Mais mis à part ça, c'est un jeu très calculatoire où chaque erreur peut être fatale, où toutes les actions qu'on va faire vont compter. C'est en ce sens que ce jeu est excellent. Clairement, je regrette qu'il ne soit pas dans la vidéo top de l'année dernière. Et alors il faut savoir que j'adore la licence Dune. J'ai été voir plusieurs fois le film au cinéma, j'ai lu le livre. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même une certaine cohérence entre ce que vous allez trouver sur le plateau et le film. Je dis pas que c'est parfait, mais il y a des choses qui m'ont beaucoup plu. Il faut savoir que dans Dune, la ressource la plus convoitée, la plus chère, c'est l'épice. L'épice, justement, elle est présente partout sur la planète. Et donc dans le jeu, vous n'allez pas avoir tant de difficultés que ça à trouver les ressources épices, justement. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec l'épice? Eh bien, vous allez pouvoir l'échanger contre de l'argent. A l'inverse, la ressource qui est la plus rare dans le monde de Dune, eh bien c'est l'eau, et sur le plateau, dans le jeu, vous allez quand même avoir de grosses difficultés à aller rechercher, à aller trouver de l'eau et à aller collecter cette ressource. Donc ça c'est quelque chose que j'aime bien parce que ça introduit de la cohérence vraiment entre l'univers et le jeu de société. Et un dernier aspect que j'aime beaucoup aussi, c'est le fait que voilà, sur les cartes de jeu, vous n'avez pas des images de films qui sont placardées sur les cartes. Il y a eu un travail d'illustration qui, je trouve, est très réussi. Donc Dune Imperium, si vous voulez un jeu expert qui se démarque quand même parce que cette mécanique de je dois placer une carte pour aller envoyer les ouvriers, c'est une mécanique qui n'est pas si connue que ça. Il y a eu Les Ruines Perdues de Narak qui a proposé plus ou moins au même moment cette mécanique, qui reste très originale et nouvelle. Et puis voilà, il y a vraiment cette tension et voilà, pour toutes ces raisons, si vous cherchez un très bon jeu expert, je peux que vous recommander Dune Imperium. En numéro 2, c'est un jeu dont j'ai déjà parlé. Alors oui, je sais qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais Dune il est vraiment exceptionnel et tu places ce jeu là en numéro 2. Ça c'est juste une question d'appréciation personnelle. Je pense que le jeu dont je vais vous parler, il fait pas partie du top 100 de BGG, mais c'est un jeu que moi j'ai beaucoup aimé. Ça a été mon coup de cœur de d'Essen l'année dernière. J'en ai déjà parlé, bien sûr j'en reparle puisque c'est une vidéo top des jeux auxquels j'ai joué pendant cette première partie d'année et j'ai fait une vidéo top en janvier, pour le mois de janvier, donc voilà, je vous en ai déjà parlé, mais je vous en reparle parce qu'il a tout à fait sa place dans ce top. Ce jeu c'est Stroganov. Vous incarnerez un membre de la prestigieuse et grande famille des Stroganov. Mandaté par le tsar, vous devez partir explorer les immenses plaines de Sibérie pour satisfaire ses exigences. Un tour de Stroganov est divisé en saisons. Lors du printemps, de l'été et de l'automne, notre cosaque va parcourir les territoires de la Sibérie et pourra effectuer différentes actions comme l'exploration, la chasse, la construction d'avant-postes, le troc et la visite de villages. Chaque hiver, les Cosaques rentreront chez eux pour effectuer les préparatifs de la nouvelle année. Vous en profiterez alors pour narrer vos aventures qui seront racontées dans des chansons. Concrètement, lors d'un tour de Stroganov, nous devons avancer notre Cosaque, accomplir une action basique et ensuite en payant le prix, nous avons le choix d'une deuxième action basique ou une action avancée. Le travail d'iconographie est excellent et même si ça peut sembler obscur au premier coup d'œil, l'ensemble des actions possibles est très bien représenté sur le plateau. Je vais pas m'étendre, j'en ai déjà parlé.
encore et encore. Je pense que c'est la 3e vidéo que je fais sur le sujet, donc je vais pas vous bassiner avec. Le but du jeu, ça va être de déplacer nos cosaques de territoire en territoire pour aller chasser des animaux. Je sais, le thème est moche, j'aime pas non plus, mais comme la plupart du temps dans ce style de jeu, le thème passe au second plan et vu le thème du jeu, c'est très bien comme ça. Donc nos cosaques vont aller de territoire en territoire, on va aller chasser des animaux pour récupérer leur fourrure, pour accomplir des objectifs, on va récupérer diverses tuiles, on va pouvoir faire diverses actions, faire des actions bonus aussi, on va récupérer des cartes qui vont nous permettre de scorer des points, voilà, donc il y a de quoi faire. C'est un jeu que j'aime beaucoup, en plus visuellement il est incroyablement beau, même si la boîte comme ça paraît, même si elle est jolie, un peu fade, franchement le jeu, moi je le trouve magnifique, les tuiles sont toutes très jolies, il est beau, les plateaux individuels aussi sont recto verso, sont très jolis, le jeu se déroule sur plusieurs saisons et à chaque fois qu'on arrivera en hiver, et bien sûr vous vous imaginez bien qu'en hiver il n'y a rien grand chose à chasser, donc nos cosaques vont rentrer chez eux, il va y avoir des chansons qui vont être écrites sur leurs exploits de l'année. C'est vrai que ce système de déplacement de cosaques où on va venir récupérer les ressources qui sont les animaux fait un peu penser à Parks, et comme dans Parks l'interaction elle est pas faux folle, mais bien sûr bon, voilà, vous avez un jeu qui est ici beaucoup plus expert, je veux dire la comparaison avec Parks s'arrête là. Je l'ai mis en 2e position parce que c'est un jeu expert que j'aime énormément. Est-ce que objectivement il est meilleur que Dune Imperium? Je ne pense pas. C'est juste que moi c'est une mécanique à laquelle je suis peut-être plus sensible que Dune Imperium, cette mécanique de déposer une carte pour aller envoyer un ouvrier, même si elle est très originale, elle est nouvelle, elle apporte un renouveau dans le... je sais pas si je vais dire dans le deck building ou dans le placement d'ouvriers, enfin en tout cas dans le mélange des deux. Moi j'aime vraiment beaucoup les sensations de jeu qu'il y a dans Stroganov, et donc c'est pour ça que actuellement il est en numéro 2 de ce top. Nous voilà arrivés au numéro 1, c'est-à-dire le jeu qui m'a le plus marqué, le jeu auquel j'ai préféré jouer en 2022, enfin jusqu'à présent en tout cas. Ce jeu c'est le Mur d'Adrien et je ne l'ai pas. Mais je l'aurai en fin de semaine, donc je pourrai vous montrer des petits zooms sur le matériel de jeu et que vous allez voir, et voilà, maintenant tout de suite. Dans ce Flip and Write expert, vous allez vous préparer à la défense du Mur d'Adrien en 6 manches. Chaque joueur reçoit 2 feuilles de jeu et un paquet de cartes identiques. On commence un tour de jeu par piocher chacun 2 cartes au hasard dans son paquet personnel. On choisit une carte pour ses ressources et l'autre pour son objectif de fin de partie. Ensuite, une carte du paquet Destin est révélée et va nous indiquer combien d'ouvriers et de ressources nous allons récupérer. À cela viennent s'ajouter les ressources et ouvriers de la carte que nous avons choisie ainsi que ceux que l'on aura débloqués sur notre feuille lors de tours précédents. Tout ceci va nous permettre de nous préparer à la défense du mur, de construire des bâtiments et bien d'autres actions qui vont à leur tour nous permettre de récolter des ouvriers et continuer à cocher des éléments de notre feuille. Le tour se termine lorsque tous les joueurs ont passé. Les ressources et ouvriers non utilisés sont défaussés et les Pictes attaquent la ville. Je trouve ça quand même assez marrant que ce soit le jeu qui m'a le plus marqué cette année parce que j'aime bien les roll and write mais c'est loin d'être ma mécanique de jeu préférée. Et là vraiment ce jeu c'est une grosse réussite, vraiment. Je suis pas aussi franche pour beaucoup de jeux, mais celui-là je lui trouve pas de défaut en fait. C'est du l'expert, donc c'est un flip and write qui va être très exigeant, mais vraiment qu'est-ce que c'est bien. Et quand j'y ai joué c'était très drôle parce que j'y ai joué avec Joya des Enjoy Games. On était à 2 concentrés sur notre feuille. On aurait dit qu'on a été toutes les 2 punies devant notre feuille parce qu'on ne disait rien, ce qui est très rare, tellement on était concentrés sur notre stratégie et tellement on était à fond sur notre feuille. Donc vraiment, c'est un jeu qui va être très exigeant, vous allez vouloir faire beaucoup de choses, mais pour aller à tel endroit, il faut débloquer ça, pour débloquer ça, il faut d'abord avoir débloqué un autre endroit sur la feuille, donc il y a une grosse réflexion, il y a une grosse planification aussi, et puis à la fin de la partie, quand tout le monde a joué, il va y avoir des événements qui vont venir justement attaquer le mur de la ville et il faudra bien avoir préparé sa défense, sinon on va avoir des points en moins et ça peut aller vite et ça peut clairement pourrir votre jeu. Donc il faut faire attention, il faut prendre en compte beaucoup de choses, ça va vraiment vous brûler les neurones, c'est très stratégique, très planificatoire, mais qu'est-ce que c'est bien, franchement,
c'était un jeu excellent. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous le disais en première partie de vidéo, il s'agit vraiment d'un top parmi tous les jeux auxquels j'ai joué pendant cette première partie de l'année, donc des nouveautés mais aussi des jeux plus anciens. Et donc cette vidéo elle va se distinguer de la vidéo de fin d'année, là où je ne parlerai que des nouveautés de l'année. Donc ça va permettre d'avoir un petit peu de, on va dire, de diversité et de pas d'avoir deux fois le même type de vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des jeux qui vous tentent parmi ceux que j'ai parlé, s'il y a des jeux que vous avez déjà testés et que vous adorez vous aussi. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous aussi et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!